Bonjour à tous. Alors, j'ai la responsabilité de présenter l'économie collaborative comme modèle économique. Et comme on va parler de collaboratif, je me disais qu'on pourrait éventuellement essayer d'avoir un échange le plus collaboratif et le plus interactif possible. En plus, il n'y a pas encore beaucoup de personnes dans la salle. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais vous poser quelques questions. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en plein milieu de la présentation. Ma première question, c'est est-ce que parmi vous, est-ce que vous étiez tous présents hier lors de l'intervention de Jeremy Rifkin sur la 3e révolution industrielle? Qui n'était pas présent? Ah, il y a quand même quelques personnes qui n'étaient pas présentes. Donc Jeremy Rifkin a annoncé qu'il allait demander à François Hollande de soutenir son plan pour la 3e révolution industrielle. Donc il a demandé à François Hollande de soutenir la révolution, en quelque sorte. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on n'attende pas François Hollande et qu'on fasse nous-mêmes cette révolution. Et en fait, cette révolution, on est déjà en train de la faire. Je vais vous montrer par quelques exemples ce qui est déjà en train de se passer en termes de révolution numérique collaborative. Qui parmi vous a utilisé Le Bon Coin sur l'année qui vient de s'écouler? 70% de la salle. Le Bon Coin, c'est le 2e site le plus visité en France après Facebook. Le Bon Coin, c'est un site qui met en relation des gens comme vous et moi pour s'échanger des biens et des services. Le Bon Coin remet dans la société civile l'initiative économique. En France, on a aussi un phénomène comme le covoiturage qui est... En fait, la France, c'est le pays dans le monde où le covoiturage a la croissance la plus rapide. La France, c'est le pays dans le monde où il y a le plus de personnes qui pratiquent l'échange de maisons entre particuliers. La France, ou Paris, c'est la ville juste après New York où il y a le plus de personnes qui reçoivent des touristes sur Airbnb. Fleur Pellerin, récemment, a annoncé qu'elle allait stimuler le lancement d'espaces de fabrication Fab Lab un peu partout en France. La France est championne du monde de l'économie collaborative et personne ne s'en réjouit. Cette économie collaborative, si j'arrive à passer le prochain slide. Mince. Ça marche pas. C'est bien le bouton jaune? Sinon, je fais sans slide. Hein. Ah, voilà. Voilà, en un graphique, voilà ce que représente l'économie collaborative aujourd'hui. Alors, l'économie collaborative, elle concerne des modèles très différents, du covoiturage au crowdfunding, en passant par la location à la nuitée chez l'habitant. Et comme vous le voyez, tous ces secteurs sont en croissance très rapide, voire pour certains, exponentielle. Le point commun entre tous ces modèles, c'est de s'appuyer sur Internet, les réseaux sociaux, les systèmes pair à pair, pour réinventer des marchés de distribution de biens et de services. Je crois qu'on a un petit souci. Bon, c'est bon. L'économie collaborative est en train de transformer tous les secteurs, en passant par la mobilité, le tourisme, en fait tous les secteurs les uns après les autres. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je vais vous parler de Wikipédia alors. J'imagine que vous utilisez tous Wikipédia. Moi, ce qui m'a fasciné avec Wikipédia, c'est un exemple finalement le plus marquant, le plus inspirant de l'économie contributive. Ce qui est passionnant avec Wikipédia, c'est cette statistique. Wikipédia a réinventé l'encyclopédie en permettant à des gens aux 4 coins du monde, aux 1000 coins du monde, de contribuer à une encyclopédie qui est écrite de manière collaborative. Wikipédia est arrivé à 1 milliard de pages vues avec 1 salarié. Alors ça pose énormément de questions. Si des personnes sont en mesure de contribuer à un outil qui a un tel impact social, qui a un tel impact pour l'humanité comme Wikipédia de manière contributive, est-ce qu'on ne pourrait pas décliner ce modèle sur d'autres secteurs? Et quid de ces personnes qui contribuent à un phénomène comme Wikipédia de manière volontaire et bénévole sans être rémunérées? Est-ce que là, on n'a pas les prémices d'une réinvention de notre économie? Autre modèle qui est en train
de se développer de manière exponentielle. Le tourisme chez l'habitant. Alors le couchsurfing est assez connu. Parmi vous, qui a déjà pratiqué le couchsurfing? Ouais, j'en ai. Allez, 15% de la salle. C'est considérable. Moi, j'ai découvert le couchsurfing et c'est ça qui m'a passionné pour l'économie collaborative en 2009. Donc en 2009, je devais me rendre au Brésil pour un échange universitaire et j'avais envie de découvrir Rio, ses habitants, vivre un peu comme un carioca à ma façon. Et pour ça, ça me semblait indispensable d'apprendre la langue, d'apprendre le portugais. Je ne parlais pas portugais à l'époque. Et donc j'ai demandé à mes amis sur Facebook, c'est quoi la meilleure méthode finalement pour apprendre une langue étrangère? Et donc certains de mes amis m'ont dit assimile. Et puis un ami m'a dit connecte-toi sur Couchsurfing. Fais-moi confiance, utilise le site et tu vas comprendre. Et arrivé à Salvador, je me connecte pour la première fois sur Couchsurfing, j'envoie un message dans le groupe local. Et 5 minutes après, je reçois une réponse d'une Brésilienne qui me propose le soir même de participer à un barbecue chez elle. Et Couchsurfing, c'est quoi en fait? C'est une des illustrations de cette économie collaborative qui permet à des personnes d'utiliser Internet pour se rencontrer dans la vraie vie, porter des projets, financer des projets et changer à leur échelle l'économie et la société. Grâce à Couchsurfing, en un mois, j'ai rencontré 150 Brésiliens, j'ai dormi chez 50 d'entre eux et en un mois, je parlais couramment le portugais. Alors depuis Couchsurfing, il y a un autre modèle qui s'est développé, c'est Airbnb. Après le Brésil, en 2009, je suis arrivé à Barcelone et j'ai eu envie de créer un blog. Pas un blog sur mes expériences dans ces pays-là, pas un blog sur les villes ou sur les personnes que j'avais rencontrées, mais un blog sur cette nouvelle économie. Un blog sur l'économie du don, sur l'économie collaborative. Et donc j'ai commencé à rencontrer tous les pionniers de cette économie-là. Et en 2010, j'apprends sur Twitter que les fondateurs d'Airbnb sont à Barcelone. À l'époque, Airbnb, c'était une entreprise de 5 salariés. 3 ans plus tard, c'est une entreprise qui est valorisée à 3,5 milliards de dollars et qui a plus de 900 salariés. Qu'est-ce que fait Airbnb? Airbnb met en relation des particuliers à Paris, à New York, pour que vous puissiez, vous, Parisiens, les héberger moyennant une transaction financière et Airbnb prélève un pourcentage de cette transaction. Pour vous donner une idée, voilà la croissance d'Airbnb à Paris. Donc là, on est en 2008 et à l'époque, il y a très peu de personnes qui partagent leur hébergement. Donc plus la couleur est blanche, plus la densité de personnes qui partagent leur hébergement est importante. 2009, 2010, 2011, 2012. Et ça, c'est une statistique qui date d'il y a 1 an. Donc là, autant vous dire qu'à Paris, tout est blanc. Ça pose énormément de questions. On peut justifier l'impact positif de cette économie. Il y a une étude qui a été publiée par Airbnb qui a montré que Airbnb avait eu depuis son lancement un impact positif sur l'économie de Paris de 185 millions d'euros. Ça peut poser des questions, effectivement, sur l'offre de logements disponibles à la longue durée. Mais pour répondre à ces questions, posons-nous autour de la table avec les maires de ces villes, avec les collectivités locales, et commençons-nous à nous interroger sur comment cette économie collaborative peut s'intégrer à l'économie classique et peut maximiser finalement son impact positif. Autre secteur, la voiture en partage. Vous parlez du covoiturage. Le covoiturage, c'est plus de 600 000 Français tous les mois qui se déplacent en France de cette façon. C'est plus de 2 millions d'Européens. C'est la plus belle croissance peut-être des startups en France. C'est un champion mondial qui est en train de se développer, qui est Blablacar. Et c'est la SNCF qui récemment a annoncé qu'elle avait racheté 2 acteurs du covoiturage pour elle aussi se mettre à la page et envisager des formes de covoiturage entre Français. Alors c'est très intéressant de voir comme un acteur comme Blablacar, qui il y a 3 ans avait finalement assez peu d'utilisateurs, aujourd'hui en vient à faire de la publicité dans le métro. Autre secteur qui est en train de se développer et qui a été récemment légalisé aux États-Unis, c'est le covoiturage en ville. Donc tout un chacun, vous habitez à Paris,
vous habitez à San Francisco plutôt, parce que ça se passe déjà à San Francisco, vous prenez votre voiture et vous allez pouvoir prendre des habitants de la ville et à la fin, vous allez recevoir une donation. Il y a un sujet pour la mobilité durable en ville, c'est le covoiturage dynamique. Comment ça se fait qu'on n'a toujours pas réussi à faire en sorte qu'il y ait des personnes qui se baladent dans la ville et que, de manière assez fluide, on puisse prendre d'autres passagers et que ça se fasse de manière tout à fait simple. Le problème, c'est que c'est très compliqué d'organiser ce système. C'est très compliqué parce qu'il y a un problème de masse critique. Il faut trouver à la fois des personnes qui proposent des trajets et des personnes qui veulent se joindre à ces trajets en temps réel. La solution qui a été trouvée par ces entrepreneurs, c'est de donner un incentive économique et donc de payer le conducteur. Et la vision de ces entrepreneurs, c'est qu'à terme, à horizon 3 ans, 5 ans, 10 ans, on puisse faire du covoiturage dynamique en ville. Autre secteur, et je ne vais pas m'étendre dessus, le financement participatif, puisque Vincent Ricordo de KissKissBang vous développera un exemple marquant de financement participatif. Vous avez quelques chiffres de ce que représente aujourd'hui le financement participatif, et c'est intéressant que dans le rapport sur l'économie positive, justement, il y ait cette idée de dynamiser le financement participatif pour libérer toute la valeur économique et tout l'entrepreneuriat qu'il y a aujourd'hui en France et toutes ces petites et moyennes entreprises qui ont terriblement besoin de financement aujourd'hui. L'économie collaborative, elle réinvente aussi la politique. Avec tout le mouvement de l'open data et de l'open government, là c'est un exemple que j'ai repris de Buenos Aires, où j'étais il y a 3 semaines, et d'un nouveau parti qui s'est lancé à Buenos Aires, qui s'appelle le Partido de la Red, le parti en réseau. Et ce parti, c'est à la fois un parti, c'est aussi un manifeste politique, et c'est aussi un éditeur de logiciels. Alors ça interroge quand on connaît les partis plus classiques. El Partido de la Red a développé un logiciel qui permet à tout un chacun de s'exprimer sur les mesures qui sont votées à l'Assemblée. Donc vous, citoyens, vous allez pouvoir vous exprimer sur la légitimité d'une mesure qui est discutée en temps réel à l'Assemblée. Donc vous allez pouvoir donner votre point de vue à votre député. Charge à lui, ensuite, à ce député, de retenir ou non votre point de vue. Alors, je peux vous citer les espaces de coworking qui sont en croissance de plus de 100% chaque année. À Paris, il y a 3 ans, il y avait 1 ou 2 espaces de coworking. Aujourd'hui, il y en a plus de 40. Et ça, c'est aussi une illustration de cette transformation du marché du travail, du fait que nous sommes de plus en plus de freelance, d'indépendants, d'entrepreneurs, pas seulement parce que c'est la crise économique et qu'il n'y a pas de travail, mais aussi parce que le fait d'être indépendant, d'être freelance, ça répond à des motivations qui sont peut-être plus profondes chez chacun d'entre nous. Et autre révolution, la révolution de la production numérique, de la fabrication numérique, via le mouvement des makers et des Fab Labs. Il y a 3 mois, nous avons organisé un atelier au sein du ministère de l'économie numérique et Fleur Pellerin a annoncé qu'elle allait soutenir le développement de 20 Fab Labs en France. Alors, cette économie collaborative, vous voyez, elle revêt des modèles assez différents et des réalités relativement différentes. Au sein de WeShare, nous l'avons divisé au sein de 4 groupes. Donc, la consommation collaborative, les formes de partage de services et de biens matériels entre particuliers, la production contributive, donc la fabrication numérique, le partage de la connaissance, Wikipédia, les licences Creative Commons, ça, si vous voulez, c'est le socle qui permet à toute cette économie collaborative de se développer. Et enfin, la finance participative, le crowdfunding. Donc avec des modèles comme le prêt d'argent entre particuliers, la finance participative avec contrepartie ou la finance participative pour développer des entreprises, donc via un échange d'actions. Alors on peut aussi regrouper ces modèles en fonction de leur dynamique au niveau du capitalisme et en fonction des structures qu'ils regroupent. Est-ce qu'il s'agit plus d'associations ou d'entreprises? Ça, c'est un modèle de division qui a été proposé par Michel Bowens de la Peer-to-Peer Foundation. Alors, est-ce que cette économie collaborative est positive? Et je vois qu'il ne me reste plus que 4 minutes 30. Cette économie collaborative, elle est positive parce qu'elle remet l'initiative économique dans les mains de la société civile, parce qu'elle permet à des personnes en situation de crise de gagner un peu d'argent tous
tous les mois, parce qu'elle a un impact social positif, parce qu'elle s'appuie sur des communautés de confiance qui vont recréer de la confiance dans une société qui en a gravement besoin. Elle a un impact environnemental positif, parce que c'est une économie de l'optimisation. On va pouvoir optimiser des biens et des services qui sont aujourd'hui sous-optimisés. Maintenant, cette économie collaborative, elle pose énormément de questions, parce qu'elle se développe rapidement, parce qu'elle s'appuie sur des modèles parfois américains qui sont très centralisés, et elle peut, effectivement, on peut s'interroger sur les effets de bord et sur l'impact à long terme. Et c'est justement pour répondre à ces questions que WeShare a été créé. Et en 4 minutes, je vais essayer de vous raconter l'histoire de WeShare. WeShare, ça a démarré fin 2011 avec une poignée de passionnés à Paris. On se retrouvait dans les appartements des uns et des autres. Donc là, vous voyez, c'était lors d'une de nos rencontres à Paris. WeShare, ça a été un peu la suite d'un blog que j'avais créé en 2010, et suite auquel j'avais créé un groupe sur Facebook pour rassembler tous ces passionnés, tous ces early adopters de l'économie collaborative. Et c'est parce qu'on a organisé des rencontres dans la vraie vie que ce mouvement a été rendu possible. Et dans ce groupe sur Facebook, on avait l'envie de créer un média, on avait envie d'organiser des événements, et un jour, on s'est donné un nom. Et le fait de se donner ce nom, WeShare, c'est ça qui a permis à ce mouvement de se développer. Donc un premier événement a eu lieu en 2012 à Paris, puis de nombreux échanges en ligne. Mais au-delà de ces échanges en ligne, c'est vraiment les rencontres dans la vraie vie qui ont permis à cette communauté de se faire confiance. Moi, je dis souvent que la collaboration, elle n'est pas possible sans confiance. Et la confiance, elle est impossible s'il n'y a pas de rencontre physique dans la vraie vie. Donc une de nos intuitions, ça a été de multiplier les rencontres dans la vraie vie. Donc, vous voyez, une des premières rencontres à Barcelone, où je vois Cristobal, qui est un de mes amis maintenant, faire ce signe. Et depuis, ce signe s'est diffusé, s'est viralisé dans la communauté. Madrid, en octobre, à nouveau Barcelone en 2013. Alors qu'est-ce qui signifie ce signe ? Ce signe, si vous le faites une fois comme ça veut dire que vous voulez un peu changer le monde. Et si vous le faites 2 fois, comme ça veut dire que vous voulez vraiment changer le monde. Alors, est-ce que vous voulez un peu changer le monde ou est-ce que vous voulez vraiment changer le monde ? Donc là, je vais prendre une photo et je la mets sur Facebook dans 10 minutes. Ah non, j'ai pas mon portable. Ah, c'est terrible. Vous avez de la chance. Donc vous voyez, alors ce qui est passionnant, et ce qui est vraiment grisant quand on est au début d'une communauté comme WeShare, c'est de voir ces événements se diffuser comme à Damas. Alors Damas, c'est la capitale de la Syrie, un pays qui est en guerre, vous le savez tous. Et voilà ce qui s'est passé à Damas. Ils ont parlé d'économie collaborative et inspirés par ce geste qu'on avait commencé à diffuser, eux aussi l'ont fait à Copenhague et à Bercy. Donc vous voyez que Fleur Perrin veut un peu changer le monde. Mais j'en profite quand même pour lui dire je trouve que ce qu'elle a fait et ce qu'elle fait pour l'entrepreneuriat en France, c'est quelque chose qui est très stimulant pour nous, parce qu'au-delà de l'entrepreneuriat traditionnel, au-delà de l'entrepreneuriat social, moi je crois que l'entrepreneuriat c'est une attitude, et c'est ce qui va permettre à la France d'un peu se sortir de ce marasme actuellement. Donc au-delà de tout ce qu'on évoque sur l'impact économique de l'entrepreneuriat, moi je crois qu'il y a un impact culturel qui est fantastique autour de l'entrepreneuriat, et c'est aussi ça la consommation collaborative, et c'est aussi ça l'économie collaborative. Elle nous permet finalement de devenir un peu tous entrepreneurs. Donc on a organisé beaucoup d'événements, bientôt plus de 100 événements dans 30 pays, 40 villes. Et WeShare aujourd'hui, c'est beaucoup d'échanges sur les réseaux sociaux, et c'est ça qui permet de diffuser et de partager la connaissance. On a tous des expertises spécifiques, et le fait d'utiliser ces échanges sur les réseaux sociaux et de multiplier les rencontres dans la vraie vie, c'est si vous voulez, le lien entre les deux qui permet à cette communauté de se diffuser rapidement. On s'appuie, et là vous avez quelques photos des connecteurs qui sont entre 30 et 50 aujourd'hui au sein de WeShare, et c'est eux finalement qui diffusent WeShare un peu partout dans le monde. On a organisé un grand événement, le WeShare Fest, qui a réuni plus de 3000 personnes à Paris en mai dernier. Et ce qu'on a essayé de faire au cours de cet événement, c'était à la fois d'insister sur l'impact économique de cette économie-là, mais aussi sur l'impact culturel. C'est pour ça qu'il y avait une journée ouverte au public où justement plus de 3000 personnes sont venues. On vient de lancer un tour d'Europe
pour aller à la rencontre de toutes ces communautés. Et notre vision, c'est celle-là. Cette vision, c'est que le futur doit être collaboratif. Et que pour que le futur soit positif, il faut qu'il y ait davantage d'échanges, à la fois en ligne, dans la vraie vie, pour qu'on finalement redéfinisse cette société collaborative telle qu'on l'appelle de nos voeux. Mais ce qui nous importe encore plus que cette vision, et ce qui fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'impliquent au sein de la communauté, c'est les valeurs et les principes qu'on s'est fixés. Donc demain, WeShare, ce sera peut-être un incubateur de projets, ce sera sûrement encore un think tank, ce sera toujours un do tank, comme je vais vous le présenter. Mais encore plus important, on va chercher en permanence à respecter ces valeurs et ces principes. Et je vous le dis, ce n'est pas si simple tous les jours parce que l'un de nos modes de financement, c'est le sponsoring. Et donc on reste dans une économie compétitive, concurrentielle. Et parfois dire à des sponsors, non, il n'y aura pas d'exclusivité, ce n'est pas toujours simple. Et parfois, alors qu'on a un grand besoin d'argent pour se développer, eh bien, on refuse 10 000 € de sponsor parce qu'on veut rester fidèle à cette valeur qui est l'indépendance. Donc je n'ai pas le temps malheureusement de développer nos activités, mais pour vous dire qu'elles s'inscrivent notamment autour de ces 3 axes, le développement de communautés, la dimension think tank via le média que nous avons lancé, via une grande étude d'ampleur sur l'économie collaborative que nous allons lancer dans les prochaines semaines, et la dimension do tank qui se concrétise notamment via un web documentaire que nous avons réalisé il y a de cela 1 an, et via un incubateur de projets que nous allons lancer dans les prochains mois. Alors je voulais juste conclure en 1 minute sur 3 choses que j'ai apprises, et je le dis pour les plus jeunes peut-être qui sont inspirés par une énergie comme WeShare et qui auraient envie de porter le même type de communauté sur des sujets différents mais tout aussi positifs. La première chose que j'ai comprise, c'est que moi je voulais profiter de la puissance d'Internet et de mettre les gens en relation partout dans le monde, mais on ne fait rien sans les rencontres dans la vraie vie. C'est-à-dire que si vous voulez profiter de la puissance d'Internet, créer une plateforme et mettre les gens en relation et qu'eux-mêmes co-créent la communauté, vous ne pourrez pas le faire sans les échanges dans la vraie vie. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est d'embrasser ces contradicteurs bienveillants. Et c'est à la fois un anglicisme et à la fois un terme très français. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on crée comme ça une énergie qui peut inspirer des personnes, pour d'autres personnes, ça va pas du tout, ça va les contrarier. Et souvent, ces personnes-là, elles ont quelque chose de juste à dire sur ce que vous êtes en train d'essayer de générer, et elles révèlent quelque chose qui est peut-être plus profond et peut-être partagé par le reste de la communauté. Et la réaction naturelle, ça pourrait être de ne pas écouter ces personnes. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que le fait de passer du temps justement avec ces premiers contradicteurs, alors notamment s'ils sont bienveillants, ce n'est pas le cas de tous, ça va permettre finalement d'accueillir une diversité plus importante au sein de sa communauté, et ça va permettre peut-être de réunir plus de personnes. Et je crois que ça, c'est quelque chose dont on a cruellement besoin actuellement, c'est d'entreprendre en commun. Pas seulement d'entreprendre une entreprise, d'entreprendre une association, mais aussi d'entreprendre plus généralement pour la société dans son ensemble. Et je terminerai sur cette dernière chose que j'ai apprise. Quand on crée comme ça une communauté, que de plus en plus de personnes nous soutiennent, et avec la puissance d'Internet, vous voyez, on anime 70 groupes sur les réseaux sociaux, il y a des groupes en Amérique latine, en Europe, c'est très grisant. Et c'est très... on peut se sentir porté par cette communauté, et on peut oublier que finalement le plus important c'est soi-même, parce que cette communauté elle a été possible parce que en tant que personne vous avez créé cette énergie, et que cette communauté elle va se développer si vous en tant que personne vous êtes aussi bien dans votre corps et bien dans votre esprit. Donc je le dis ça pour les plus jeunes et moins jeunes. The most important is you. Ça, c'est quelque chose que j'ai lu dans un article anglo-saxon, et je crois que c'est la première chose à ne surtout pas oublier. Merci beaucoup.